Rebonsoir Mathilde. Bonsoir Lucie, et merci d'avoir un peu au pied levé bien voulu m'accompagner. Enfin, un petit bonjour à Gaël qui a dû annuler un peu pour des petits problèmes de santé. Donc, on lui souhaite bon rétablissement. Et donc aujourd'hui, on va parler de la loi du plomb, non, qui défraie la frayeur actuellement dans l'actualité française. Exact. On ne pouvait pas ne pas en parler en fait, même si Parce que- c'est pas propre à la Circo 7, mais c'est trop historique ce qui est en train de se passer là. Donc, Et surtout qu'on va quand même dire qu'on avait prévu d'en parler avant la pétition. Donc en plus, oui, c'est quand même même, pas de la... quand même. Voilà, Mais donc raison de plus, tu vois. on va peut-être rappeler que voilà, cette pétition, donc, elle a été déposée par une étudiante de 23 ans dans le site de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une pétition officielle et qui a battu tous les records de signatures, qui en 4 jours à peu près, elle a plus de 1 500 000 signatures. Officiellement, au bout de 500 000 signatures, le Parlement doit rediscuter de la loi. Donc, ils ont déjà dit oui, on va en rediscuter. Mais Gaël Braun-Pivet a déjà dit non, mais on ne va surtout pas revoter. C'est voté, c'est voté. Donc, grosso modo, cause toujours. Donc, ça, c'est voilà, déjà l'actualité frémissante et très, très directe. Et Tu peux peut-être nous dire rappeler. quelques, ouais, voilà, j'allais dire rappeler quelques mots de contexte pour, enfin, donner quelques mots de Ouais, contexte. peut-être voilà, le trajet peut-être Ouais. législatif de la loi qui, en fait, traîne au Parlement depuis le début de l'année, déjà, ou fin même de 2024, qui est initiée par le sénateur du plomb. Donc, c'est pour ça qu'elle a ce nom-là. Un sénateur d'ailleurs très proche des milieux agro-industriels. Lui-même, il a été président président FNSEA de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire. Il est président régional du groupe laitier Sodial et il est membre du conseil de surveillance de la marque Candia. Donc voilà, très proche de tous ces grands groupes. Et donc, qui a été voté par le Sénat. Et ensuite, elle est arrivée à l'Assemblée nationale et fin mai, il y a eu ce que certains à gauche ont même appelé un 49-3 parlementaire, c'est-à-dire que face à la quantité d'amendements des opposants qui voulaient discuter, voilà, essayer de modifier tout ça, ce qu'ils ont fait, surtout les macronistes, ils ont fait une motion de censure contre leur propre loi pour que le Parlement, l'Assemblée nationale censure la loi et qu'elle passe directement en commission mixte paritaire pour comme ça, on n'a pas besoin d'en discuter. À quoi bon en discuter si on peut passer directement à l'application? Le Parlement, finalement, ça ne sert à rien. L'Assemblée nationale, ça ne sert à rien. Donc, c'est ce qui s'est passé. Cette commission paritaire a eu lieu fin juin, a voilà, décidé un texte soi-disant de compromis, non? Ce qui est fou, c'est qu'en plus, là, aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui hein, que Duplon disait oui, le débat a déjà été là, donc à quoi bon redébattre là-dessus suite à la pétition, alors qu'en fait, le passage en force, il est juste évident. Quoi. Mais bon, je ferme la parenthèse ici. Quoi. Enfin, bref. Je ne l'avais pas lu celle-là, elle est forte. Ouais. Et voilà, et après le 2 juillet, le 8 juillet, donc le 2 juillet, elle a été donc votée au Sénat, la proposition de la commission mixte paritaire, et le 8 juillet de l'Assemblée nationale. On en est donc là, ça c'est le point actuel, disons, législatif de la loi. Voilà. Ok. Donc cette loi qui vise, hein, comme on le sait, à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, comme c'est présenté si joliment. Donc qu'est-ce qu'elle a en substance de si nocif pour l'environnement? Est-ce qu'on peut revenir sur ces points Voilà, alors sur le fond, il y a vraiment 3 points, je dirais, par rapport à l'environnement qui sont vraiment assez déterminants. Une, c'est la réautorisation de certains pesticides et néonicotinoïdes, en particulier l'acétamipride. Ensuite, la facilitation des installations des méga-bassines. Et enfin aussi l'extension des énormes fermes-usines pour l'élevage. Donc ça, c'est vraiment les 3 gros points. Alors sur le premier, donc les néonicotinoïdes, donc on rappelle, c'est des pesticides qui à la fois tuent les abeilles aussi lorsqu'elles pollinisent. Bon, alors les partisans de la loi, ça concerne en particulier les betteraves, les productions de betteraves et de noisettes, parce qu'ils disent c'est lorsqu'il n'y a pas d'alternative, alors voilà, il faut qu'on utilise ça, qu'on puisse autoriser ça.
Donc, bien sûr, ce n'est pas une autorisation totale, non, pour tout, mais c'est la possibilité d'offrir des dérogations à l'interdiction qui était actuellement l'état de fait. Donc, ils nous disent, voilà, par exemple, les betteraves, on les récolte avant la floraison, donc ça ne tue pas les abeilles. Sauf que, par exemple, ça contamine beaucoup les sols aussi et les eaux, ça apparaît dans l'eau et finalement, ça contamine les autres surfaces qui ne sont pas directement même attaquées par ce pesticide. On a même vu au Japon de la pluie avec de l'acétamipride, donc c'est vraiment rentré dans tout le cycle de l'eau. Et voilà, donc ça ne se limite pas à cette zone-là. Hein. En plus, ils nous disent, oui, c'est juste 500 000 hectares, finalement, c'est 1,4% de tous les terrains agricoles. Et voilà, 500 000 hectares, c'est quand même 70 km sur 70 km, ça fait à peu près la taille d'un département comme le Bas-Rhin. J'ai juste entendu lire ou dire qu'il y a des petits problèmes de son. Ah, paraît que ça va, ça va un peu mieux, ouais, c'était un peu trouble, mais oups. Ça y est, maintenant on t'entend avec voilà, je suis sûr que c'est encore les lobbies agricoles qui... Exactement, c'est la FNSEA qui brouille les ondes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, et puis, un gros argument aussi, c'est dire, finalement, la France est le seul pays qui a interdit l'acétamipride, qui en fait est apparemment beaucoup moins nocif que d'autres pesticides, 1000 fois moins nocif, disons, ce qui peut être vrai. Mais ça reste en fait finalement extrêmement nocif de toute façon. Même si on est 1000 fois moins nocif que d'autres pesticides, ça reste une horreur en fait. Et dans les autres pays de l'UE, en tout cas l'Union européenne a dit qu'elle l'autorise jusqu'à 2033. Et donc ils nous disent ben voilà la concurrence, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on l'interdit ici, donc on importe des produits qui sont traités avec ces pesticides et finalement ça change rien. Voilà, donc on reste vraiment dans un cadre extrêmement libéral de marché ouvert et à aucun moment on s'imagine qu'on peut peut-être sortir de ce cadre-là et peut-être voilà, soit donner des aides ou voilà, aller contre la concurrence libre et non faussée et soit aider les producteurs locaux ou soit bloquer un peu les importations, mais ça, c'est hors de discussion, donc ça ne vient même pas à l'esprit aux gens qui sont favorables à cette loi de penser à ces choses-là, quoi, qui sont extrêmement tabous. Donc, et puis, rappeler aussi un petit détail qui, en fait, c'est une autorisation, donc lorsque ces produits seront autorisés, il n'y a pas de limite de temps, ce qui se fait des fois à part 2033, donc pour l'Union européenne, mais des fois on dit bon, bah, on autorise 2 ans, puis après on revoit pour un peu calmer les esprits. Là, même pas. Ils ne se sont même pas donné la peine de faire ce petit aménagement cosmétique. Voilà, donc ça c'est vraiment pour au niveau des insecticides. Ce qui a fait que, je ne sais pas si vous avez vu, lorsque la loi a été votée, il y avait une dame qui était dans les tribunes atteinte du cancer qui a crié « Vous êtes les alliés du cancer ». Et même la Ligue contre le cancer, qui est vraiment en général très très discrète sur tous les débats politiques, elle s'est prononcée contre la loi parce que par rapport aux pesticides, c'est vraiment extrêmement dangereux. Le deuxième point, donc je disais les mégabassines. Avec cette loi, en fait, les mégabassines rentrent dans la catégorie de raisons impératives d'intérêt public majeur, et ce qui leur permettrait d'être construites, par exemple, dans des zones abritant des espèces protégées, et bien sûr, ce qui est extrêmement dangereux, ce qui pourrait rompre tous les équilibres hydriques de ces zones-là. On rappelle toutes les polémiques et puis toutes les mobilisations et ensuite la répression qu'ont engendré ces méga-bassines. On se rappelle à Sainte-Soline. Et puis, ne serait-ce que rappeler un point, c'est que seuls 15% des exploitants français sont des irrigants et parmi eux, seulement 1% d'entre eux sont connectés aux méga-bassines. Et la plupart d'entre eux, en fait, ce sont ceux qui cultivent des céréales destinées à l'exportation, au maïs. Donc, vraiment, ça concerne une très petite majorité de producteurs et qui, en plus, ne nous alimentent pas
comme prétendent certains médias, ce sont ceux qui alimentent plutôt les marchés mondiaux. Et enfin, pour les fermes-usines, donc les grandes fermes-usines, elles ont un statut, disons, qui sont des installations agricoles classées pour la protection de l'environnement, des ICPE. Et donc, ce statut-là implique voilà, un contrôle plus strict de toutes les conséquences environnementales de ces installations. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rehaussé les seuils pour atteindre ce statut. Donc, par exemple, les exploitations de volailles passeraient de 40 000 volailles. Maintenant, il faudrait 85 000 volailles pour être un ICPE. Pour les porcs, par exemple, il faudrait passer de 2 000 à 3 000. Et pour les truies, donc ça c'est pour la reproduction, de 750 à 900 truies. Donc c'est les exploitations, voilà, il faut qu'elles soient plus grandes pour être strictement contrôlées. Ça facilite voilà, les grandes installations. Donc ça, c'était vraiment les 3 points qui directement touchaient à l'environnement. Et du coup, donc merci pour ce rappel de ces 3 grands chapitres, mais ce qui est impliqué aussi par cette loi, c'est qu'il y a une attaque réelle contre des institutions hyper importantes. Enfin, l'OFB qui va être aussi, je crois, qui va être sous un autre régime, l'ANSES, enfin, il y a pas mal de cibles aussi, hein, enfin, des institutions importantes qui risquent de perdre des plumes aussi dans l'affaire. Exactement. Hein. Il y avait en fait, dans la première version, il y avait un texte qui proposait un conseil d'orientation pour qui devait définir les priorités d'études de l'ANSES. Et alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et donc, elle permet c'est elle qui donne les autorisations pour les pesticides. Et donc, ce conseil d'orientation, il devait s'immiscer dans le travail de l'ANSES et lui, il aurait été voilà, il aurait été composé d'entreprises privées, il aurait été plus proche des lobbies. Ça a fait un tel tollé que voilà, finalement, ça a été supprimé. Le président de l'ANSES avait même menacé de démissionner. Et en fait, dans le texte voté le dernier texte voté le 8 juillet, finalement, l'indépendance avait été rétablie de l'ANSES. Et dans un petit article de Reporter, du média Reporter, à la fin, ils disent que c'est la seule petite victoire qu'il y a eu, c'est l'indépendance de l'ANSES, voilà, dans toute cette horreur de loi. Bon, au moins, il y a ça qui a été gardé. Mais il se trouve que 2 jours après le vote de la loi, le gouvernement a publié un décret dans lequel il introduit de nouveau, finalement, il se donne le droit de s'immiscer et donc de dire à l'ANSES quels sont les pesticides qui doivent être, les demandes d'autorisation qui doivent être traitées en priorité. Et finalement, il se moque complètement du travail de l'Assemblée nationale. Et donc, ce seul petit point qui avait été une mini-victoire, même ça, finalement, ça passe complètement à la trappe. Après, il y avait aussi l'Office français de la biodiversité qui, lui, s'occupe des contrôles voilà, dans les exploitations et qui dépendait jusqu'à maintenant, ou qui dépend du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et qui passerait maintenant à dépendre du préfet et du procureur de la République. Et ça, beaucoup craignent que voilà, c'est aussi qu'ils soient plus proches des lobbies, voilà, plus dépendants, plus manipulables, on va dire, que le ministère directement. Et enfin, il y avait aussi, ça c'est pas directement les institutions, mais il y avait une clause qui existait jusqu'à maintenant, qui était la séparation entre la vente et le conseil des pesticides. Ça, c'est aussi dans l'organisation de tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'était interdit de à la fois vendre des pesticides et de donner des conseils. Bon, ils ont simplement supprimé ça. Voilà, donc c'est les conflits d'intérêts qui reviennent au galop. Ouais. Et on a eu des réactions de la communauté scientifique, des acteurs internationaux, enfin d'autres pays, etc. Voilà, alors. Donc, c'est la réaction, bon, on l'a dit, là, actuellement, il y a une réaction terrible, enfin, très, très, très positive simplement de la population à travers cette pétition.
Et il y a beaucoup de médias, bien sûr, les ONG, les associations de pêche, les agriculteurs bio, les apiculteurs, la Confédération paysanne, c'était beaucoup mobilisé. Au niveau politique, bien sûr, toute la gauche dans son ensemble, c'était aussi mobilisé. Il y a le Conseil constitutionnel qui est saisi. Mais au niveau de ce qu'on appelle, disons, la société civile, donc il y avait eu le président de l'ANSES qui avait menacé de démissionner, la Ligue contre le cancer qui avait demandé donc le retrait de la loi. Mais également, il y a eu une lettre ouverte de 1300 médecins et scientifiques aux présidents et présidentes de groupes parlementaires et aux membres de la commission mixte paritaire pour demander de revenir sur cette loi. Et enfin, il y a même aussi le réseau France Eau Publique qui en fait regroupe tous les régies publiques de l'eau, 139 collectivités et opérateurs publics de l'eau et de l'assainissement, et donc qui a écrit aux députés et aux sénateuristes aussi pour leur, voilà, aussi également leur demander de revenir sur cette loi. Donc c'est vraiment une loi qui a mobilisé, ouais, qui a entraîné de nombreuses réactions et plutôt des réactions en plus parfois assez inhabituelles d'acteurs qui essayent plutôt d'être discrets quand même, de ne pas trop s'immiscer dans les débats publics et politiques en général. Ok, oui. Et pour faire le lien un peu avec notre circonscription, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la réaction du député Frédéric Petit qui a voté, qui s'est prononcé pour cette proposition de loi, pour cette loi? Voilà, alors notre député, bien entendu, il a voté pour, pour cette loi. Comme d'habitude, il essaye de... Grosso modo, il dit je vote pour, mais c'est sûr qu'elle n'est pas très bien, mais ça aurait pu être pire. Donc voilà, il essaie d'aller en même temps, quoi, disons, le fameux en même temps. Alors déjà, il fait tout un débat sur sémantique, en disant je n'ai pas voté la loi du plomb, parce qu'en fait... Oui. Pardon, c'était une infox que j'ai donnée. Mais vas-y. Ah, voilà, ouais. Mais justement, ouais, exactement, il dit c'est une fake news, ouais, je n'ai pas voté la loi du plomb parce que finalement, elle a été tellement modifiée que c'est plus la loi du plomb. Et donc, bon, il joue sur les mots, en fait, et voilà. Et je veux dire, un tiers ou, je sais pas, un quart de son explication de texte repose là-dessus. Ça, on peut le voir sur son site internet. Il a une petite explication de vote. Et en fait, il revient un tout petit peu voilà, sur les pesticides. Et donc, grosso modo, il dit oui, bah, voilà, ils n'ont pas de solution et il faut les protéger. Il reprend les arguments qu'on a cités avant, traditionnels. Et il dit voilà, jusqu'à qu'on trouve quelque chose, faudra bien utiliser les pesticides. Et tous les autres points qu'on a cités, que ce soit les méga-bassines, que ce soit les fermes, que ce soit l'indépendance de l'ANSES, même si quand il a écrit ça, elle était censée rester indépendante. Mais tous les autres points, ils sont nullement mentionnés. Et justement, il dit on a pu sauver 2-3 trucs, donc finalement, c'est pas si mal. On connaît vraiment finalement la tactique, c'est un peu comme le budget Bayrou. Là, il annonce une bombe atomique, après il supprime 2-3 trucs. Alors il y en a qui peuvent dire on a sauvé quelque chose, finalement c'est pas si mal. Voilà, c'est une tactique vieille comme le monde. Et quand même, il ose écrire quand même, Frédéric Petit, que finalement ce vote est peu significatif et que la portée réelle de la loi est assez limitée. Donc c'est vraiment, je trouve, quand on voit les réactions, la quantité de réactions qu'il y a eu, tant au niveau scientifique aussi, au niveau des usagers, des agriculteurs aussi de certains, on se demande vraiment, voilà, il prend un peu les gens de haut, quoi, en disant lui, il est un peu plus intelligent que tout le monde finalement. Et puis surtout aussi, cette loi, on l'a vu, sur tous ces points, en fait, c'est une loi ultra productiviste. Je veux dire, tout le monde sait que l'agriculture intensive, productiviste, exportatrice, elle n'a aucun avenir, quoi. Enfin, je veux dire, personne ne peut justifier ça, je crois, même les macronistes, enfin, peut-être à part le RN, peut-être. Et voilà, on l'a vu, c'est les grandes fermes concentrées, c'est
c'est les pesticides, donc les monocultures aussi, c'est voilà, les mégabassines. Donc, c'est vraiment, ça reste voilà, dans le cadre ultra productiviste de l'agro-industrie. Et tout le monde sait qu'en fait, il faut en sortir de ça. Donc voilà, lui, bien sûr, Frédéric Petit, il ne sort pas du tout de ce cadre-là et à aucun moment il remet en cause toutes ces questions voilà, de compétition internationale. D'ailleurs, au passage, on nous dit toujours que la compétition est censée ramener le meilleur et finalement, on voit que la compétition ici, justement, comme on est en compétition avec des pays qui autorisent ça, bah, finalement, être en compétition avec ces pays-là, bah, au contraire, ça nous coule et ça nous oblige à aller pire qu'avant. Surtout que, voilà. Oui, l'argument qui dit que cette loi elle permettrait de mettre fin à la concurrence déloyale face aux agriculteurs étrangers, c'est vraiment pas un bon raisonnement. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des produits qu'on importe en France et qui sont fabriqués de toute façon dans des conditions quasiment d'esclavage. Et est-ce que pour autant, il faut assouplir les règles chez nous à tel point? Enfin, c'est un raisonnement, on peut aller toujours plus loin dans cette escalade de casse écologique et de casse sociale. Donc, au final, c'est complètement fallacieux. Et même, tu vois, la dimension de dire, voilà, la portée de cette loi est peu importante. Enfin, quand on voit à quel point, je prends notamment l'exemple des associations de lutte contre le cancer. Enfin, mon grand-père moi-même était agriculteur et il est mort relativement. Enfin, il n'a pas eu une grande espérance de vie et certes, il n'y a jamais eu de preuve que c'était directement les pesticides qui l'ont tué, mais je me sens quand même insultée quand je vois qu'on minimise la portée de cette loi potentiellement en me disant que bon, les pesticides, c'est vraiment les néonicotinoïdes, tout ce que ça implique pour la santé animale et humaine est c'est absolument désastreux, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir un peu d'humilité à un moment et aussi se renseigner et écouter les experts et écouter la population aussi. Donc, voilà, juste pour clore ma parole. Il y a juste aussi Grégoire qui, dans le chat, demande comment s'en sortir. Est-ce qu'il faudrait sortir de l'Union européenne et des accords de marché pour empêcher l'import de nourriture non produite en France avec des méthodes bio? Peut-être c'est un peu radical, sortir de l'Union européenne. Dans le programme, surtout de la NUPES, de l'ENFP, le programme du NFP était un peu plus light, mais il y avait quand même tout un point, je crois, sur l'agriculture. Donc, comment développer voilà, les agricultures locales. Donc, aussi, il y avait la question des cantines bio à l'école, donc, et bio et local. Donc, finalement, ça crée un marché local pour les agriculteurs, mais aussi dans la formation professionnelle pour les agricultures, d'influencer là-dedans. Il y avait vraiment une conception très, très globale par rapport à ça. Et par rapport aux règles de l'Union européenne, il y a souvent finalement des clauses, on trouve très, très souvent des clauses d'exception où finalement on peut, si on cherche vraiment, si vraiment on a la volonté, on trouve en général. On trouve très, très souvent quelque chose finalement pour, voilà, pour, entre guillemets, imposer son point de vue, souvent quand il est surtout à ce point-là, Lebens, comme on dit. Mais du coup, mais du coup, pour revenir sur la question justement et du chat, tout ça, on y reviendra, je pense, aussi avec Hicham tout à l'heure quand on parlera de la question des projets écocidaires à un peu plus grande échelle. Mais effectivement, de voir, rien quand on voit la PAC qui est réformée régulièrement, ça reste de toute façon une logique néolibérale qui favorise pas, enfin qui fait un peu du saupoudrage, disons, de mesures écologiques, mais au final, ça reste une approche très, très néolibérale. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement, de se mobiliser aussi pour mettre l'Union européenne face à toutes ces contradictions sur ce sujet, c'est quand même très important. Enfin, je ferme ma parenthèse ici aussi, mais je la complète un tout petit peu. Tu dis c'est très économique, libéral. Là, c'était clairement gauche-droite, un débat. Enfin, et droite et extrême droite, c'est vraiment ce qui était pour. Ça allait des macronistes, LR, extrême et le RN. Et ceux qui étaient contre, c'était vraiment la gauche. Donc, c'est exactement. La question environnementale regroupe aussi la question économique, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Lucie, d'avoir été là. Merci à toi, Mathie.
On regrette que Gaëlle n'ait pas pu être là, mais je suis sûre qu'elle a suivi de là où elle est. Et puis, on aura l'occasion de rediscuter de ces évolutions, je pense, peut-être, dans une prochaine chronique. Je lance un petit générique pour te laisser respirer 2 secondes. Ça marche. Et après, t'arrêtes pas aujourd'hui. Hein. À tout de suite. À tout de suite.